will be the third person to join the meeting. Joining the meeting. Là, il est enregistré, donc est-ce que tu peux fermer celle-là? On est en train d'enregistrer. Ok, non, il est à droite. On peut faire reculer tout. En cours de connexion à la conférence. François Bergeron, Québec. Et on peut reculer tout si tu veux. C'est une bonne idée. Vas-y. Salut tout le monde. C'est bon comme ça, ça? Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Les vieux yeux. C'est bon. Ok, non, juste ça. Je le crois. Il est à droite? Oui. Enregistré. Ah. Ok. Non, mais je pense que payer sur si tu peux pas une affaire ici. Juste. Je pense qu'on va faire. Vous branchez? Ça va pas. Ça, il est caché. Je comprends pas pourquoi ce projecteur il affiche pas les couleurs comme il faut. Je dis, là, sauf que là on a perdu un peu de. Ouais. Attends, tu veux. Si tu veux, tu peux. Ouais. Je vais là. Parce que tu vas avec. Regardez ta présentation. Que les gens à distance, vous voyez l'écran, vous voyez notre écran même si c'est vide? Oui, on la voit à Québec. Ok, bon. Ouais. Mieux ou juste différent? On va dire Ça permet de faire ça. Voilà, 5 minutes pour commencer. On va attendre un petit peu. Oui. En fait, on va attendre jusqu'à midi à peu près. En cours de connexion à la conférence. Ça peut... on attend ça. Sinon, c'est la... C'est vrai que c'est encore avec l'internet à la part. Tu peux encore moins ta cravate. Oui. Là, c'est là que je me demandais quel étage aller. Réfléchis, Il a plus ça arrivé.
C'est à terme, hein? Je pense. Je comprends pas pourquoi sur il fait comme ça les couleurs. En cours de connexion à la conférence. Non, c'est par rapport au fait que le rouge est... C'est daltonien, oui. C'est un projecteur daltonien. Ouais, blanc, en fait. Si c'est plus facile, tu peux le mettre, Laurent, tu peux le mettre sur l'autre table derrière toi. Ah, mais j'ai pas assez de fil. Ah, il n'y a pas d'assez de fil. Mais ça va juste être pour la deuxième partie, là, mais... Caroline. Every week at my home I have Ouais, c'est dessus. but I always try to see. Was very good. C'est déjà pas mal. On va laisser les chambres. First thing, my son. Je m'excuse aux gens de Québec et des environs parce que nous, moi j'ai prévu 11h45, mais c'est juste pour nous donner la chance de nous asseoir, mettre tout en place. Je pensais que ça aurait été fait. Non, c'est midi. C'est un lunch and learn, c'est de midi à 1h, mais on se donne un peu de temps avant et après pour manger, pour faire des questions de plus si ça déborde un petit peu. Et là, à un moment donné, j'aimerais bien avoir une présentation, c'est la géométrie. Hein? Et tu connais quelqu'un qui est capable de faire quelque chose comme ça? Écoute, on avait fait la géométrie. Je sollicite toujours les gens. Ce que je vais raconter pendant qu'on attend, c'est que dans un mois à peu près, j'ai prévu quelqu'un qui va faire une belle présentation sur Kubernetes pour ceux qui travaillent beaucoup avec Docker. Donc, je vais envoyer les invitations dans une semaine, à peu près, ou une semaine, 10 jours à peu près. S'il y a des gens qui sont intéressés, qui sont dans cette invitation-là, vous pouvez m'envoyer un courriel pour vous ajouter là-dedans. Moi, je vais essayer d'envoyer aux mêmes personnes, mais sinon, si vous connaissez d'autres personnes, vous pouvez faire le forward. Je pense que c'est une belle présentation. CGI, on pousse beaucoup pour le développement Node, Mean, etc., mais on ne parle pas de DevOps, côté DevOps. Donc, Docker et Kubernetes, je pense que c'est quelque chose qui serait intéressant. Ça va venir dans un mois. Et le gars, il devait être ça. C'est en train de partir ailleurs.
Ah, est-ce que ça me tente? Oui, hein? Ceux qui veulent manger de la pizza, je vous demande juste de respecter ce que vous avez mis comme choix. C'est pas une question de premier, deuxième, troisième. Tout le monde pas la fidélité, Trois sortes, la plus sérieuse et la moins commandée cette fois-ci. Donc, végétarien, il y a juste encore hier. Oui, ok. Bon. Je vais introduire rapidement. C'est bon. Il y a des gens qui arrivent. Ouais, avec le système gros des détours. Ouais. Oui. Ok, on doit un peu aller plus vite parce que je commence dans 30 secondes. Bon. Dominique, tu nous ralentis. Plus vite, s'il te plaît. Ok. Bon, bonjour tout le monde. Bienvenue à un autre épisode de Lunch and Learn. Donc, aujourd'hui, c'est Laurence qui va nous faire une présentation sur GraphQL. Donc, il s'est fait volontaire, très enthousiaste pour le sujet. Donc, moi, j'ai sauté sur l'occasion. Je me dis, OK, faisons quelque chose. Puis, je vais laisser se présenter pourquoi est-ce qu'il se montre comme un expert dans GraphQL. The floor is yours. Merci Pierre, c'est ça, je parlais de GraphQL à tous les jours à Pierre, puis à un moment donné, il m'a dit, pourquoi je fais pas une présentation? Fait que, naïvement, j'ai dit oui, fait que, c'est là qu'on est rendu aujourd'hui. Mais je sais pas, non, je me présente pas comme un expert GraphQL. J'ai pas eu demandé, officiellement, sur cette technologie-là. Pour la première fois que j'en ai entendu parler, c'est l'année passée, les développeurs sur notre projet à la ville avaient évoqué cette idée-là. Puis après ça, je me suis pensé tranquillement là-dessus, puis je trouvais vraiment la technologie intéressante. Puis aujourd'hui, je vais vous partager le fruit de mes recherches. Dans le fond, si je vous expliquer le concept, puis que vous compreniez c'est quoi, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, ça serait dans le fond, mon but va être atteint, ça va vraiment être mission accomplie. Fait que dans le fond, la présentation, la façon dont je vais la structurer, ça va être en trois parties. La première partie,
je vais faire une mise en contexte, c'est-à-dire qu'on va vraiment partir avec les API REST, l'approche traditionnelle. Dans le fond, comment découper une application avec un API REST. Puis après ça, ça va nous permettre de mieux introduire GraphQL, puis de le faire vraiment une mise en contexte. Puis ça va être plus facile vraiment d'expliquer l'historique, le pourquoi de GraphQL. Puis c'est ça, la deuxième partie, je vais parler de GraphQL. Puis en dernier lieu, on va faire un petit atelier pratique. On va s'amuser avec les requêtes de GraphQL, faire quelques requêtes. Fait que dans le fond, l'historique au niveau de GraphQL, c'est déjà fait ça. Ça a été fait par Facebook. Officiellement, ça permet de ça, de donner de façon déclarative. Ça, je vais revenir un peu plus tard à ce point-là, on va mieux comprendre ce que ça veut dire. Une des caractéristiques, c'est que ça permet un seul point d'entrée pour répondre à différents requêtes. Contrairement à REST, il y a une panoplie de routes, dans le fond, pour répondre aux requêtes de On va mettre près du micro parce que les gens ne m'entendent pas. C'est ça. Dans le fond, contrairement à REST, il y a un seul point d'entrée. C'est vraiment, dans le fond, une grosse différence avec l'approche REST. C'est vraiment un peu évident de basculer. Prends la souris. L'écran plus fort. Ouais. Fait que c'est Facebook qui a introduit ça en 2012. Ouais, j'espère que ça va être mieux, là, si je vais aider le temps. Est-ce que vous nous entendez bien? Québec? Oui, très bien, Québec, ça va beaucoup mieux, là, c'est bien. Oui, on entend mieux, Pierre. C'est ça, comme je disais, ça a été introduit en 2012 par Facebook dans leur application mobile, puis ils ont rendu ça open source en 2015. Vous voyez que c'est une technologie qui est quand même assez récente. Le pourquoi de GraphQL, pourquoi dans le fond cette technologie-là a été créée, je dirais le facteur majeur pour un besoin accru de charger efficacement les données et rapidement. Dans le fond, vraiment avoir des requêtes qui sont plus performantes. Ici, dans le contexte de 2015, c'est encore le cas aujourd'hui. Il y a une multiplication du nombre de clients front-end. Par exemple, on consomme des données avec des téléphones cellulaires, des tablettes, des écrans télévision, ordinateurs. Il y a vraiment une multiplication du nombre de clients. Puis un autre besoin qu'il y avait, c'est de pouvoir développer vraiment rapidement de nouvelles fonctionnalités dans un cycle de développement agile. S'il y a une nouvelle fonctionnalité, puis si on veut ajuster, c'est de pouvoir, dans le fond, vraiment se tourner sur un système. Fait que GraphQL, dans le fond, vient répondre à ces besoins-là. Fait que maintenant, on va faire un petit exercice de découpage d'API REST. Vous faire travailler là, un petit peu pour votre pizza. Non, ça va être facile, je vous le promets. Dans le fond, j'ai pris un exemple là, bien connu d'application de streaming là, que personne ne connaît. J'ai pris l'exemple Netflix. Pourquoi j'ai pris l'exemple Netflix? C'est un exemple qui s'applique vraiment bien à l'utilisation de la technologie GraphQL. Puis c'est un exemple aussi que tout le monde connaît. Fait que personne ne va être battu avec cet exemple-là. Fait que si on commence à découper nos routes, une des premières routes qu'on aurait, ça serait la route utilisateur. Dans le fond, on va aller chercher toutes les informations d'utilisateur. Ici, vous voyez la route en haut avec le verbe get, le nom de la ressource utilisateur, puis en paramètre ID. À travers de ça, on reçoit un JSON qui avec les différentes propriétés, utilisateur, prénom, nom, âge, profil. Fait que ça serait dans le fond une des premières routes qu'on aurait. Fait que là aussi, pour la deuxième route qu'on aurait, ça serait ce que j'appelle les vignettes. Dans le fond, c'est les images qu'on voit dans les différentes catégories, populaires et tendances. Fait que pour ça, il faudrait faire d'autres routes. Ici, j'ai encore mis le verbe get. Ça, j'appelle ça le nom de la ressource vignette. Ensuite, si on clique sur une vignette, évidemment, dans Netflix, on va avoir le détail
de l'épisode qu'on veut voir. Ici, on a plusieurs informations affichées, l'image, les acteurs, le genre de l'épisode. Fait que pour répondre aux besoins du front-end, ici, on aurait un autre route à extraire, qui serait la ressource épisode. Ici encore, même principe, c'est qu'on aurait l'ID 32, puis là, on retourne un JSON avec l'ensemble des propriétés. Fait que vous voyez, pour concevoir un API REST, il faut faire plusieurs routes. Déjà, là, j'ai pas été dans le détail, mais on a déjà 3 ressources, puis plusieurs routes sont associées à ça. Évidemment, là, je ne sais pas si vous avez bien vu, grosso modo, c'est la même vue qu'on a desktop, mais côté mobile. Fait au niveau du mobile, ça se ressemble vraiment beaucoup, sauf qu'il y a moins de propriétés, évidemment, qui sont affichées. L'écran mobile, dans le fond, ce qu'on comprend, c'est que c'est une vue allégée de la vue précédente. Ça, évidemment, ça amène certaines contraintes au niveau de notre conception de notre API REST. Juste pour s'entendre sur le vocabulaire, c'est ça, je l'ai expliqué tantôt, mais juste pour revenir sur les concepts qu'on a vus. Quand on parle de route, c'est évidemment, là, on a les verbes avec les différents noms de ressources. Ensuite, on a les ressources. C'est comme les concepts généraux qui se retrouvent dans l'application sur tous les clients. Évidemment, que vous soyez côté mobile, côté tablette ou télé connectée, vous allez avoir une ressource utilisateur, vignette ou épisode. Puis évidemment, vous avez plusieurs clients. Un client mobile, client tablette. Fait que ça, c'est juste pour asseoir là, rapidement notre vocabulaire au niveau des API. Fait que dans son premier scénario, pour adresser là, pour répondre à tous nos clients à travers l'application, clients mobiles, tablettes, télévision, une première façon de faire, ça serait d'utiliser les mêmes routes pour tout le monde. Ce que j'entends par là, c'est que tout le monde aurait le même format de réponse. C'est-à-dire que pour la vue épisode qu'on a vu tantôt, on retournerait l'ensemble des propriétés. Fait que là, notre client se retrouverait à fetcher plus d'informations. Le client mobile aurait toutes les propriétés, mais pour afficher seulement, par exemple, qu'un jeu restreint de propriétés. Fait que ça cause une surcharge pour l'ensemble de nos clients, à part le client qui a le plus de résolution, qui est desktop, parce que lui, c'est vraiment toutes les informations qui sont affichées. Fait que ça fait comme l'inconvénient majeur. Pour éviter, dans le fond, de booster trop d'informations à nos clients, une des approches qui peut être utilisée toujours dans le cadre conventionnel API REST, ça serait de créer des routes spécifiques pour l'ensemble de nos clients. Vous auriez une route téléphone mobile, une route tablette, une route TV. Puis pour chacune de ces routes-là, vous auriez, dans le fond, vraiment coller vos routes sur le front-end pour, dans le fond, faire vraiment un mapping un pour un avec les propriétés qui ont besoin. De cette façon-là, on évite de surcharger dans le passant. Mais l'inconvénient majeur, c'est que là, il y a une prolifération des routes. Qui dit prolifération des routes? Évidemment, s'il y a une demande de changement, ça, c'est supposé être rouge et bleu, là, mais... Les gens à distance, ils voient ça rouge. Oui, ok, c'est bon. Au moins, c'est pas tout le monde qui est dans le gris. Si vous avez une demande de changement, là, comme vous voyez, pour chacune de nos routes précédentes, il faut rajouter de l'information sur la route mobile, sur la route tablette. Fait que ça amène beaucoup de complexité, beaucoup de risques dans le cycle de développement. Fait que GraphQL, c'est maintenant que j'introduis l'alternative GraphQL. Ce que ça permet de faire, c'est que là, vous voyez, il y a un seul point d'accès, dans le fond, une seule route pour l'ensemble de vos clients. Tout le monde passe par le service GraphQL. Puis, dans le fond, lui, se charge d'aller chercher les informations un peu partout, dans le fond, où la source des données se trouve. Si vous pouvez avoir plusieurs sources d'informations, comme là, j'ai mis MongoDB, Oracle, vous pourriez même avoir un API third party. Puis GraphQL, il sert vraiment comme un proxy. Il va chercher les informations, puis lui, il accède ça, puis il retourne ça au client.
L'autre grosse différence avec les API REST, c'est que plutôt que ce soit le back-end qui pousse les informations vers le client, c'est vraiment, les rôles sont inversés. C'est le client qui va chercher l'information, qui compose sa requête pour demander qu'est-ce qu'il veut exactement. Fait que ça permet une approche qui est beaucoup plus flexible. Je dirais que le back-end, moi étant en dernière année, on est souvent les développeurs front-end attendent le back-end. Souvent, il faut faire des ajustements et après ça, ils peuvent se connecter sur mais là, c'est beaucoup plus flexible, moins d'attente, pour créer des changements de back-end. Ça, c'est vraiment la vue là, 10 000 pieds de GraphQL. Maintenant, ici, on va aller un petit peu plus dans le concret. J'ai la ressource épisode avec le format de réponse. Là, on a nos propriétés de tantôt, créateur, genre, puis l'image qu'on voulait afficher. Au niveau de l'approche REST, la façon que ça se déclinerait, on aurait deux routes. La route ordinateur, la route mobile pour adresser, dans le fond, nos deux différentes plateformes. À gauche, dans la route ordinateur, vous avez plus de propriétés qui sont affichées, puis à droite, moins de propriétés. Comme on disait tantôt, pour éviter de surcharger la bande passante. Dans l'approche GraphQL, on a une seule route, c'est Get Netflix. Puis là, ici, c'est là qu'entre en jeu, dans le fond, le Query Language GraphQL. C'est que là, le client va spécifier exactement les propriétés qu'il va aller chercher. Il va dire, ben là, je vais avoir l'épisode avec l'identifiant 11. Il va spécifier les propriétés qu'il va avoir. Puis à droite, pour un client qui est plus allégé comme un téléphone mobile, même chose, il va aller chercher l'épisode 11. Il va spécifier, dans le fond, seulement deux propriétés parce que sa vue est allégée, évidemment. Fait que, grosso modo, c'est vraiment la vue. Puis on va faire des exemples avec des requêtes un petit peu plus tard, mais je dirais que c'est vraiment l'approche GraphQL, l'avantage que je vois. Plus de simplification au niveau des interactions entre le back-end et le front-end. Maintenant, c'est ça, j'ai quelques petits diagrammes d'architecture. Ça, tantôt, je vais aller un petit peu plus en détail de la fameuse zone GraphQL. Dans le fond, il y a plusieurs façons de le configurer. La première méthode, c'est ce qu'on appelle GraphQL en mode connecté. Là, GraphQL est vraiment à proximité, dans le fond, de sa source de données sur la même machine, en connexion directe. Bien évidemment, c'est l'approche qui est recommandée parce que c'est performant. Mais vous avez aussi l'approche qui est en mode proxy. C'est que là, GraphQL est vraiment sur un ordinateur ou à quelque part. Là, il se connecte, ça peut être par une connexion REST avec un système DSP ou en SOAP ou peu importe le protocole. GraphQL est vraiment agnostique au protocole. Il va se connecter sur un service ou même un API tierce. Ça, c'est le mode proxy. Puis vous avez un troisième mode qui est le mode hybride. C'est que là, vous avez une portion qui est en mode connecté. En cours de connexion à la conférence. Puis là, GraphQL aussi peut se connecter sur d'autres systèmes dans sa boîte connectée qui sont un API tierce partie ou un système DSP. Fait que, dans le fond, c'est ça. Ça, c'était la portion plus... c'était vraiment la portion architecture de GraphQL. Maintenant, je vous propose de faire quelques exercices pratiques avec le Query Language pour vraiment s'amuser avec les requêtes et voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Fait que vous voyez ici, j'ai trouvé un outil vraiment intéressant pour explorer les différentes requêtes. Dans le fond, ils ont mis un éditeur pour composer des requêtes dans une page web. Fait que ici, j'utilise, ils appellent ça le SwapAI GraphQL API, mais c'est connecté sur un API de la guerre des étoiles. Fait que vous avez tous les concepts de la guerre des étoiles, puis on peut naviguer dans l'API.
Fait que là, ce qui est intéressant, c'est comme un peu programmé dans un éditeur comme VS Code. Si je fais contrôle espace, ben là, j'ai de l'intelligence, puis je peux voir chacun des concepts. Comme là, ben, j'ai tous les films. Là, si vous voyez, c'est comme un film. Si je clique là-dessus, ça joue un film, puis il y a des requêtes qui s'affichent. Non. C'est comme un jeu. Fait que là, vous voyez, j'ai des edges. Ça, c'est pour la pagination. Je vais y revenir un petit peu plus tard. Vous avez des nodes. Puis à l'intérieur, ici, vous avez... ben ça, c'est le concept de film. Fait que là, si je descends un peu plus bas, en faisant contrôle espace, là, je peux vraiment naviguer à l'intérieur des propriétés. Comme là, je peux aller chercher le titre. Je peux rajouter d'autres propriétés comme le nom du directeur. Là, je fais Predify, ça m'arrange ça comme du monde. Après ça, je fais jouer. Là, vous voyez à droite, là, j'ai plus de contexte. Parce qu'auparavant, j'avais seulement l'identifiant. Là, j'ai le titre du film, le directeur. Fait que ça, dans le fond, ici, on est vraiment à côté, c'est comme si c'était un client front-end. C'est comme si vous aviez une vue, par exemple, vous travaillez sur la portion tablette, puis vous voulez afficher les informations, bien là, vous pouvez chercher exactement ce dont vous avez besoin, puis tout en minimisant, en minimisant l'overfetching des données au niveau de l'API, vous allez tout le temps chercher qu'est-ce que vous avez besoin précisément. Aussi, dans GraphQL, ben, il y a le mot graph. Il y a beaucoup là, de références là, au graph, c'est la théorie des graphes. Comme par exemple, vous avez de la composition au niveau de vos objets, ben, vous avez edge, node. Tout ça, c'est comme dans la, si vous voulez, dans la structure d'un graphe. Fait que ça permet de. Un des avantages des graphes, c'est que ça permet d'exprimer facilement ce que vous voulez comme requête. Ben, moi, personnellement, je trouve ça plus facile là, d'aller chercher des informations puis de naviguer à l'intérieur de données qui sont structurées comme un graphe. Mais ça, ça peut varier d'une personne à l'autre, mais moi, je trouve que c'est plus évident. Maintenant, au niveau de la pagination, ici, on a Edge. Fait que là, si je me replace un peu plus bas, puis que, encore Joining the meeting. je vais avec l'intelligence, je peux afficher la propriété total count. Là, encore là, on ne le voit pas parce qu'il est en bas. Encore là, on est libre de faire un peu qu'est-ce qu'on veut. Là, je vais le replacer en haut. Fait que là, vous voyez, ma propriété total count se retrouve en haut. Ensuite, au niveau, là, je peux aller chercher les informations de la page. Là, vous voyez, il y a plusieurs informations qui me permettent de naviguer de façon paginée. Fait que là, si j'imprime, encore là, j'ai fait la même erreur que tantôt, je vais juste remonter ça un peu plus haut pour qu'on puisse vraiment le voir facilement. Je fais Predify pour nettoyer ça. Fait que là, il me dit, OK, j'ai-tu une autre page? Non. J'ai-tu une page avant? Non. Fait que, ben là, ici, j'ai pas beaucoup d'éléments. Ouais, je vais peut-être prendre un élément parce que plus de... Oui. Ouais, ouais, mon point, c'est... Ouais, toujours, c'est ça avec l'intelligence. Là, je vais seulement aller chercher le premier élément de la liste. Fait que là, vous voyez, As Next Page a changé. Puis là, il a adapté, dans le fond, mes curseurs dépendamment. Ici, il faut vraiment prêter attention. Là, je vais changer cet élément-là, mais vous allez voir, le curseur, l'espèce d'hexadécimal va changer. Non, il est vraiment, il est différent. Il est pas relié avec l'ID. JA ou JE, ouais. Ça, on est rendu à OJE. Là, si je le mets à 1, on ne sera plus à OJE. C'est ça. C'est tout le temps mon curseur de la fin qui va changer. Après ça, disons que je veux... Là, je peux me servir de ça, puis dire after. C'est là que je vais placer l'information du curseur.
Fait que là, j'ai 4 éléments parce que j'avais été chercher les 2 premiers éléments. Puis là, j'ai été chercher mon curseur qu'il y avait après mon deuxième élément. Fait que là, il va me rechercher les 4 autres éléments. Mais ça, là, c'est sûr que je masque un petit peu là, la complexité, mais c'est sûr qu'en arrière, il y a eu du travail là-dessus. Ça vient pas automatiquement avec le framework. Ça, évidemment, il faut le programmer. Il faut offrir cette abstraction-là au client Quitte la conférence. qui puisse l'utiliser. C'est sûr qu'il y a des toolkits, mais il faut le programmer. Ça fait partie du travail du développeur back-end. Là aussi. Dans ce cas-ci, c'est au niveau là, du développement GraphQL. Parce qu'il faut tout le temps que tu mappes la query. Dans le fond, il y a tout un langage faut que tu interprètes la query, puis que tu la mappes après ça sur les données à l'intérieur de ton code. Ils appellent ça le concept de resolver. C'est que pour chacun des concepts que tu as, par exemple, all-fin, ça va pointer sur un resolver particulier. Là, si all people, ça va être un autre resolver. Fait qu'il faut toujours que tu configures chacun de tes concepts vers le bon resolver. Exactement. C'est ça, exactement. Là, c'est ça. J'avais des exemples un petit peu plus compliqués. Un autre exemple que je trouve intéressant, c'est la notion ce qu'ils appellent les fragments. Fait que vous voyez, là, je vais faire Predify. C'est comme, je peux expliquer ça, vous avez du typage, dans le fond, à l'intérieur de votre requête. C'est que là, on introduit le fragment pilote. Fait que tous les concepts de pilote à l'intérieur de la guerre des étoiles, ben, on a fait un objet pour ça. Fait que là, on a le nom du pilote, sa provenance, ainsi que le nom de ce qui vient. Fait que là, si j'exécute la requête, ben là, vous voyez que c'est un autre truc intéressant, c'est que c'est pas tout le monde qui a des edges. Dépendamment des requêtes, des fois la liste est vide. Ici, j'en ai un. Fait que là, vous voyez, j'ai Chewbacca, il vient de... Ouais, je ne vais pas m'aventurer sa prononciation. Fait que vous êtes capable de faire remplacer, alléger dans le fond votre code pour faire des références sur des types. L'idée là-dedans, c'est de tout résumer dans une ligne pour que ce soit plus facile pour le développeur front-end. Donc, je plaisante. Des fois, ça permet une lecture plus facile des données. J'ai un autre exemple de fragment, puisque là, on s'amuse encore plus. On reprend toujours, c'est toujours la requête précédente. Mais là, elle va être encore plus retravaillée pour la simplifier. Fait que vous voyez ici, j'ai Starship Fragment. À l'intérieur, je pointe sur notre fragment qu'on a vu plus tôt. Fait que là, c'est comme si j'inférais un autre type à l'intérieur du fragment. Fait que des fois, ça permet d'alléger votre requête. C'est pour la lecture, une façon plus facile de lire les informations. L'usage aussi de ces dans plusieurs places. Est-ce qu'il y a personne pilote fragment, tu peux l'utiliser dans plusieurs requêtes? Ben c'est sûr que si, disons, tu fais le développement pour téléphone, tu vas pouvoir le faire. Mais je ne sais pas par contre si du back-end, tu peux exposer certains fragments à l'ensemble des clients. Regarder quand même au front-end, juste copier-coller si tu veux ou utiliser une variable. Les front-end, tu peux définir Plusieurs formats que tu peux utiliser. Oui, côté front-end, oui, il n'y a pas de problème, oui. Par exemple, si tu as le front-end mobile versus PC, le host Starship en haut, il peut être plus Starship Fragment, et ton Starship Fragment peut changer d'un modèle d'un système informatique.
des requêtes entre les différents. Pareil. Oui, Ça permet de payer des librairies si tu veux. oui, ben, effectivement, comme Joining the meeting. je reprends ton exemple. Ici, les 3 petits points, c'est un opérateur JavaScript dont j'oublie tout le temps le nom. Ce que ça veut dire, c'est que ça va chercher l'ensemble des propriétés de ce fragment-là. Si je l'enlève, c'est que là, je vais retomber dans la même logique qu'on avait au préalable. Ok, non, je pensais qu'on pouvait, je pouvais se taper dedans, mais... Non, c'est la magie du direct des fois. C'est correct. Mais ok, je pensais qu'on pouvait, parce que dans le fond, si je reviens comme ce que j'essayais de faire, c'est que là, on va chercher l'ensemble des propriétés du fragment, mais je pensais qu'on pouvait, par-dessus le fragment, choisir qu'est-ce qu'on voulait, s'il y avait déjà une définition. Non, tu peux pas faire ça. La définition de fragment, elle est vraiment définie et puis il faudrait que ça... Ok, ben c'est ça, c'est une définition qui est figée. C'est pas une vue de plus que tu peux filtrer à l'intérieur. Tu la prends comme telle et tu vas avec ça. Puis c'est ça, j'ai un dernier exemple. Dans le fond, on peut faire aussi inspecter les objets. Fait que là, avec ce mot-clé réservé-là, vous êtes capable de voir, bon, c'est quoi le type de la propriété même. Là, j'ai un string. C'est quoi le tier, un autre string. Ça permet de faire de l'inspection. C'est comme, ouais, c'est le debug mode, exactement. Fait que c'était pas mal ça au niveau de la portion pratique. Ce que je peux vous dire en terminant, GraphQL, dans le fond, c'est une norme. Ça a été open sourcé par Facebook, mais c'est pas une implémentation. Vous avez pour différents langages, pour le JS, par exemple, pour des clients, c'est GraphQL JS. Vous avez une mouture PHP, une mouture Python, une mouture Java. Fait que dépendamment de la technologie, ben, vous pouvez choisir l'implémentation pour utiliser le GraphQL. Ensuite, ben, la communauté, évidemment, est grandissante. C'est un peu comme Speak Java. Moi, c'est ça que j'aime bien, la technologie. J'encourage, j'essaie d'encourager les gens. Puis c'est au niveau des références. Il y a plusieurs sites qui sont intéressants, qui sont très bien documentés, qui vont expliquer beaucoup mieux. Le How to GraphQL, il y a beaucoup d'exemples qui vont en ligne sur le GraphQL Base. Ça, c'est un peu comme l'éditeur que je vous ai montré. C'est juste que les autres vont chercher les API comme GitHub, Reddit, Twitter, des API publics, puis dans le fond, ils ont déjà été GraphQLisés. Vous pouvez faire des requêtes avec ça. Ça, ben, c'est l'éditeur que je vous ai montré là, pour en ligne. Je ne sais pas si vous avez des questions. On voit les utilisations et puis avec les nomenclatures derrière, les constructions. Oui, j'ai rien de ça à fond à lire. C'est vraiment juste en... Oui, mais c'est ça que j'ai... Il fait dire de te mettre plus proche du micro. OK. C'est bien l'appareil. Oui, c'est ça, c'est vraiment juste un hors-d'œuvre, puis aujourd'hui, c'est vraiment une introduction. Pour cette portion-là, il y a beaucoup de matériel, ça serait vraiment le sujet d'une présentation complète. Mais c'est sûr qu'il y a plus de complexité là, parce que la portion Query Language, on s'amuse plus, je dirais. Là. Il faut être sûr justement qu'on voit toutes les queries là, de GraphQL sont respectées lorsqu'on bâtit. Parce que lui-même qui peut servir de validation. La combine de là.
On s'est trompé avec le format un petit peu. C'est l'erreur qui dit. Oui, c'est sûr qu'il va, il va te valider ta requête. Il va s'assurer que ta requête syntaxe à compile. Mais après ça, c'est sûr que tu peux avoir des erreurs. Si ta ressource est indisponible ou tu as plusieurs problèmes qui peuvent survenir, tu as quand même de la gestion d'erreurs à faire. Tu t'en sors C'était vraiment intéressant et je vois vraiment le potentiel de cette technologie-là. Mais je me demande si on recoule un peu la promesse de GraphQL. Ça commençait par le fait qu'on a plusieurs routes. Si une demande de changement arrive, il faut aller modifier toutes les choses. Donc, toutes les qu'on a pour accès au reste qu'on a. Donc, ça veut dire, si on demande de changement de plan, ça veut dire que les clients vont être touchés. C'est ça. Et aussi, on va modifier les routes qu'on a au niveau des API. Maintenant, on ajoute GraphQL ici. Si une demande arrive, qu'est-ce qu'on va faire? Premièrement, les clients, on va toucher les clients du client. Parce que c'est les clients qui ajoutent la demande. Ensuite, il faudrait aller dans le proxy de GraphQL et modifier là-bas. Ça veut dire à la place que maximum avoir 6 places à modifier, on a 4 places à modifier. Tu parles du scénario hybride? Oui, par exemple. Mais non, mais ma question c'est, admettons qu'on va ajouter une nouvelle chose dans le résultat d'une requête de API qu'on a. Ça veut dire le client mobile qu'on a, on le change parce que c'est lui qui va ajouter un petit peu de la viande dans la requête, le résultat qui va montrer au client. Au côté API, il faudrait qu'on le change aussi, ça devrait matcher. Mais maintenant, on met GraphQL au milieu. Cette modification, ça passe au côté GraphQL parce qu'ici, on va modifier un petit peu. Ça dépend de ce que tu veux faire. J'imagine que si tu ajoutes un champ, tu n'as pas besoin de toucher au client existant parce qu'il s'en fout de ce nouvel ajout. C'est seulement le client qui a besoin qui va être modifié. Ici, on recoule à la page de comment c'est pourquoi GraphQL, à cause de complexité de modification. Tu parles un peu en avant. Encore avec l'image jaune. Celui-là. Non, un peu. Celle-là. Encore. Oui, ici. Regarde, ici on dit, nouvelle propriétaire, quand on va ajouter ça, il faut toucher toutes les applications qu'on a au côté backend. Oui, ici, on est dans l'approche vraiment REST. Oui, on a un peu REST. Maintenant, si on le remplace par GraphQL, où est-ce qu'on va modifier quand une nouvelle propriétaire s'est ajoutée? Si je ne me trompe pas, ces 3 API en vert, là, et puisque tu reçois l'ensemble, puis tu dis, mets-moi l'ensemble, c'est sûr que ton front-end, il va changer. Oui, ça commence par ça, donc front-end va changer toujours. Le front-end, dans les 2 cas, c'est la même chose. Effectivement, c'est ça que j'ai dit. Oublie le front-end. OK. Mais là, tes 3 API, tu n'as pas nécessairement, en vert, tu n'as pas nécessairement les changer, là. Puisque tu vas chercher l'ensemble de ce qui est offert dans le graphe. Ben, la différence, c'est que ici, tu vas acheter une propriété, parce que là, forcément, ta propriété, ben là, c'est en mode hybride. C'est sûr que ta propriété, tu n'as pas le choix de l'ajuster là, parce que ta source est là. Oui. Fait que là, tu l'ajoutes là. Là, tu vas rajouter dans ta composition d'objet, tu vas rajouter une propriété. Là, tu déploies ça, mais là, tout continue de fonctionner. Là, après ça, les clients front-end, s'ils ont besoin de cette nouvelle propriété-là, vont l'ajouter dans leur query. Oui. Donc, je veux dire par ça, à peu près c'est la même chose. La même niveau aussi, on aurait dû mettre, par exemple, 100% d'efforts pour ajouter une nouvelle propriétaire et ici, ça va être 90%. Non, pas. Parce que, regarde, si tu retournes à l'autre, juste avant, tu vas avoir 9 modifications.
Parce que tu as tes modifications à faire en bas, mais tes trois en haut, ils sont là aussi. Oui. Donc, ils sont tous là au On total. entend que modification devrait passer aussi au niveau de client. Oui. On ne parle plus de client. Mais tu as quand même Donc, des autres à modifier en back-end, ça bas. devrait être aussi modifié, mais dans pour trois routes différentes, on le touche. Oui, mais toi, là, il faut que tu spécifies que tu as, par exemple, une nouvelle composante. Oui. À chaque ligne verte. Sur la nouvelle ligne verte, tu dis, ben, amène-moi les composantes qu'il y a. Sur GraphQL, amène-moi. Je crois que c'est le front-end qui va. Non, GraphQL ne va pas connecter à base de données, il va connecter à notre API. Mais GraphQL, ça permet juste de faire une requête. Mais moi, je trouve que c'est beaucoup plus compliqué ici parce que tu es obligé de faire des changements sur chacune de tes routes. Là, tu as trois routes, tandis que GraphQL, tu as une route. Je comprends qu'on est en route, mais à la place de 3, on tombe à 1. À la place de 3, on tombe à 1. Oui. Donc, on réduit le niveau d'effort à modifier pour modifier. Mais en même temps, on ajoute une nouvelle technologie dans notre stack technologique. Ça veut dire que nos développeurs ou tes clients devraient savoir GraphQL. Mais ça, c'est sûr que là, j'ai présenté comme plusieurs approches. C'est sûr que tu peux te connecter direct avec GraphQL, puis une source de données qui est vraiment connectée sur tu peux aussi connecter avec des systèmes. C'est sûr que quand tu connectes avec des systèmes, tu vas rajouter une couche. Mais c'est une couche, je trouve, quand personnellement, quand on parce que tu vas uniformiser ton accès client sur tout pour les modifications futures, je trouve que c'est plus facile parce que quand tu as plusieurs routes puis tu as une belle fonctionnalité que tu ajoutes sur l'ensemble de tes clients. Moi, je suis d'accord à ce niveau-là. Ce que je vous demande, c'est que est-ce que le niveau de confort qui vient avec, est-ce que ça balance le fait qu'on va ajouter une nouvelle technologie dans notre stack? Moi, je vais prendre, si je me laisse, je vais t'interrompre, c'est parce que moi, j'ai lu beaucoup sur Netflix l'approche comment ils font. En fait, Netflix, il ajoute une couche par-dessus GraphQL dans le sens que c'est une couche qui est drivée même par une base de données à elle-même. Parce que Netflix, il supporte des centaines de devices différentes, débutant des années avec BlackBerry, Xbox, mobile, PC, tout ça. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont allé avec une approche comme celle-là, plus ce qu'on voit maintenant ici, plus l'approche de GraphQL en arrière. Donc, pour chaque route, ça dépend de device, il envoie un device type, puis tu as la couche d'intégration qui va dire, ben, pour ce device-là, je vais aller chercher la requête que je veux utiliser, puis je vais la pousser ici. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont centralisé ça avec la couche d'intégration, qui permet d'ajouter des features vraiment rapidement, juste en allant dans la base de données et mettre, OK, ben, ce device-là, je veux lui ajouter une couche de plus. Il y a deux services là-bas qui utilisent en arrière. Un service, c'est le Service Discovery et l'autre, c'est le Là, la partie de config, il centralise tous les changements de tout le type de dispositif, plus tous les changements d'API, plus tout et bien sûr, il y a une configuration centrale, il y a un console et un pour pointer ces choses-là. Mais le serveur de config, qui lui-même peut le découvrir à partir du Service Discovery, le serveur de config, et qu'il va parler qu'est-ce qu'il y a disponible pour cette dispositif. Il y a un serveur centralisé avec toutes les configurations possibles et les configurations des API et toutes les fonctions qui sont disponibles pour chaque. C'est facile. Il ajoute une complexité et où les gros systèmes sont tellement faits avec hier, il y a la machine. Mais moi, pour compléter cette question, moi, je te dirais que le retour en vaut la peine pour les projets qui vont durer Leaving the meeting. parce que c'est vraiment là que des défis de maintenance. Parce qu'un projet qui va durer 3 mois, ben, c'est sûr que ça vaut pas la peine parce que quand même que tu intègres une couche supplémentaire. Mais si tu as à faire beaucoup de développement sur le long terme, de juste fonctionnalité, des demandes de changement, ben là, je te dirais oui, vous êtes le choix parce que tu vas minimiser tes risques, tu vas être gagnant. L'exemple que tu as donné de la propriété,
C'est pas forcément dans le cas là où, si j'ai bien compris, GraphQL pourrit le plus. C'est plutôt dans le cas où tu ajouterais complètement un autre type de device, justement, comme tu disais. Là, imaginons que tu es tablette, bon là tu as tablette, mobile, télé, et là tu en as un quatrième qui apparaît qui va être, je sais pas, lecteur d'écran. C'est bon. Il y a sur les plus. Voilà. En mode audio, ça va. Donc voilà, ça pourra améliorer que certains films. Et en fait, là par contre, si tu es en mode classique, tu vas devoir redéfinir effectivement comme là toute une série de routes, leur définition, leur spécificité, les attributs que tu récupères, ou au contraire, tu récupères plein d'attributs justement, du fait que tu n'as pas le côté visuel, je veux dire, donc tu te fiches complètement. Plein d'aspects donc, qui finalement ne servent à rien, mais du fait que tu en restes à payer, tu prends tout. Par contre, avec avec GraphSQL, pardon, là, en fait, finalement, définir un device, tu définis aucune nouvelle route, parce que c'est une route unique, comme je disais, tu définis simplement de nouvelles queries, basées sur la même source. Donc, du coup, en fait, en théorie, ça devrait être beaucoup plus léger et beaucoup plus rapide. C'est juste, voilà, moi, j'ai mon dictionnaire de propriété, je suis non-voyant, donc savoir qu'en fait, il est essentiellement bleu, le livre qu'on fiche, savoir qu'il est sous-titré suédois, je m'en tape aussi, sous-titre. Enfin, sur le rythme, tu ignores tout ça, tu rajoutes juste ce que tu veux, et je pense que c'est là où tu as un vrai gain de temps. Effectivement, ça nous ramène forcément à Netflix, où là, ils essaient d'être compatibles avec environ 92 milliards de téléphones différents. C'est là où ça va jouer. Parce que, effectivement, dans le cas où tu as juste une propriété qui est utilisée par absolument tout le monde, là, oui. Ma question, c'est que là, on dit que ce genre de query language va simplifier le travail pour les front-end, mais quand même, l'effort va être mis sur le back-end pour implémenter ça. Là, le rapport entre le gain que tu vas gagner, est-ce que c'est équivalent ou est-ce que tu as parlé quand un projet à longue durée, mais quand même, il y a un effort là-dedans considérable pour l'intégrer dans le back-end. Pour moi, c'était une des raisons pour à un moment donné, comme j'ai dit. Est-ce que ça vaut vraiment la peine pour les microservices, surtout quand on parle des microservices? Netflix, on s'entend, ils ont un paquet de microservices qu'ils intègrent ensemble. Oui, ça va davantage, mais un client comme nos clients habituels, où on a 2-3 microservices à gérer. Il faudrait quand même eu un effort à faire pour le back-end quand même. Oui, c'est ça, mais est-ce que c'est l'équivalent? Est-ce que je suis gagnant à la fin si je dois calculer le nombre d'heures que je vais épargner ou le nombre de jours de développement en faisant intégrer ça dans le système? Est-ce que je gagne pour le front-end versus le back-end? Au moins qu'il remplace et gagne. Tu peux toujours mettre donc par-dessus ou Leaving the meeting. Les appels même à une place. Oui. C'est vrai qu'il a l'air de pouvoir faire il a l'air de pouvoir faire agrégateur de données aussi en partie. C'est ça c'est pour moi un avantage, c'est la couche d'intégration. L'intérêt, effectivement, moi, c'est l'intégration pour l'enrichissement, par exemple, Effectivement. que des fois, tu n'as pas, par exemple, dans le cas des entreprises IT, où on a besoin d'avoir les noms des informations supplémentaires sur leur. Ça fait raison. Donc là, il y a une intégration. Même potentiellement gagner en performance, si finalement, au lieu de systématiquement, par exemple, un utilisateur et son adresse, qui données, si tu précises très, normalement. Quitte la conférence. Tu perds tout, y compris l'adresse, même si tu t'en sers jamais. Alors que par contre, là, tu pourras spécifier, non, moi, je veux juste ton nom, c'est tout, c'est pour afficher en haut à droite, moi, je me fiche. Il va peut-être pas aller faire une query sur le reste des sources de données, donc tu vas gagner en fait. Potentiellement, si vraiment c'est très éclaté. Je suis d'accord avec toi qu'il y a un effort quand même. Un peu plus d'effort côté back-end pour faire cette couche-là. Mais je pense que c'est ça, pour les gros projets, le gain en vaut la peine. C'est ça, ben, quand la composition, si la composition change beaucoup, c'est sûr que là, tu vas avoir à faire beaucoup de changements. Si tes concepts, par exemple, pour Netflix, tu as tous tes films, puis à l'intérieur, tu vas avoir d'autres objets. Si ça bouge pas, je pense que la maintenance devient très facile. C'est sûr que si tu retouches à tout ton graphe, que tu refais ta composition, les liens entre tes différents nœuds de ton arbre, ben là, c'est sûr que ça va être plus. Mais si au départ, tu fais ton travail correctement et que tu modélises bien ton domaine d'affaires, ben après ça, d'ajouter un client, c'est facile parce que là, tout le monde respecte cette même composition d'objets dans le graphe.
c'est un peu comme ça que Ce qui m'intéresse, c'est bien de faire la comparaison entre le GraphQL et le langage de requête pour les bases de données SQL. SQL, parce que les autres, ils permettent de faire des projections qui ressemblent un petit peu à ça. Je ne sais pas si moi, je suis le seul à avoir vu le lien. Un peu d'inspiration. Je pense que si, il doit y avoir probablement des résolveurs d'entraîner pour passer de GraphQL vers MongoDB. Donc, si ta base de données, si tu ça va être pour la suite, mais on cherche un présentateur. Bien dit. Toi, tu vas montrer le côté front. Mais l'ajout de GraphQL, ça n'enlève pas le besoin de faire des endpoints pour le post, le put, les delete, etc. Les autres restent API. Ça enlève juste uniquement le besoin pour les multi-routes pour les get. Et toutes les autres restent API, on doit vivre avec ça. Et pour l'écriture, ils appellent ça, je ne l'ai pas couvert, j'avais noté. Ah, mais c'est inclus. Ils appellent ça les mutations. Mutations, ok. J'ai pas gratté beaucoup là-dessus, mais oui, ça passe à travers tout le language, Okay. mais c'est au niveau des limitations. Mais encore là, c'est sûr que c'est pas magique, il faut que tu le programmes dans l'interpréteur de query pour tes backends, mais tout passe tout de même dans le query. Au niveau des requêtes d'écriture aussi, tu as une formulation. Donc le proxy dont tu as parlé tout à l'heure, lui, c'est une implémentation déjà faite, ou est-ce qu'on doit quand même faire beaucoup de travail? Les dernières même celle-là, n'importe laquelle que tu vas mettre, il y a quelque chose qui est déjà fait. Combien de temps que je dois investir pour attacher un... Ça, c'est sûr que c'est plus facile, parce que là, tu n'as pas de système legacy, tu es connecté directement sur la source de données. Tu es directement dans le code, tu vas chercher tes mappings. L'autre approche, c'est sûr que tu as plus d'efforts. Parce que là, tu es obligé des fois là, de faire la conversion en REST avec des puis il faut quand même faire du mapping chacun de ces blocs-là. Mais des fois... Les implémentations que tu as mis à la fin, donc PHP, Node.js, Java, Python, etc. Les autres, est-ce que tu as fait l'effort à un moment donné pour essayer d'intégrer un peu ces implémentations, voir combien de temps ça prend, de la complexité, des choses comme ça? J'ai regardé l'éditeur, comment il l'avait fait, l'éditeur puis oui, j'ai quand même été surpris par la complexité. Mais c'est sûr que je commençais à regarder. C'était tout le temps les resolvers, puis il y avait du mapping de propriété. C'était ça. Je pense que la courbe d'apprentissage n'est pas si grande. C'est sûr que quand ça fait un mois que je suis là-dessus, j'ai l'impression d'avoir une introduction en plus. Mais je pense que c'est réalisable. Dans un projet, quand même dans les plus, je pense que c'est un bon risque à prendre. Mon expérience, c'est avec Facebook, parce que je travaille avec l'API de Facebook. Ça va vraiment beaucoup. Et le rapport n'est pas très difficile. C'est sûr que ce qu'ils ont mis en back-end comme effort est énorme versus les clients. Ça permet justement de dire à tes clients, faites ce que vous voulez, cherchez l'information que vous avez besoin, je vous donne juste assez pour répondre à vos besoins. Donc c'est une libellé vraiment pour les bénéfices du front-end, ce que j'ai trouvé. Ben oui, le développeur front-end, c'est génial. Les consommateurs. Quand tu es consommateur, ton travail est simplifié, je pense. Tu n'as plus la plomberie de REST à gérer. Ça simplifie le travail. Puis aussi pour l'aspect projet, évolution, je trouve ça. Les gens de Québec, vous êtes assez silencieux. On vous avoue, c'est très difficile de vous entendre parler. On tente de comprendre un peu, mais c'est difficile. Oui. On parle plus vers le téléphone. Laurent, c'est une personne très douce, très gentille. Il parle très doucement, c'est pas comme... comme moi, oui. C'est pas une voix qui porte. Ouais, peut-être prochaine fois un micro. Moi, j'ai pas de problème.
m'entendez dans l'autre salle, là. D'entendre même temps le téléphone à Québec. Exactement. Ben, parfait, si vous n'avez pas d'autres questions, merci de... Peut-être Québec, est-ce que vous avez des questions? Non, ça va de notre côté, merci. Merci beaucoup, Laurent. Ben, merci. Merci. Il reste encore des petites Quitte la conférence. Servez-vous. François Bergeron, Québec. Leaving the meeting. Quitte la conférence. Pierre.